Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor. Donc, comme d'habitude, on commence par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne, sur ce média, et en particulier sur cette émission. Après, le petit encart qui vous rappelle que vous pouvez trouver le salon MTT Trading sur notre boutique de Pépitor, et pour vous rappeler que nous avons toujours les 8 masterclass en replay du séminaire virtuel de l'an dernier, du printemps dernier. Et enfin, le petit récapitulatif pour vous montrer où est-ce que vous pouvez nous trouver. Voilà, on va passer dans le vif du sujet. Ce soir, nous recevons une nouvelle tête, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu. C'est Vincent Grard. Bonsoir Vincent, comment vas-tu ? Bonjour Denis, ça va très très bien et toi? Très bien, très bien. Donc on va te présenter un petit peu, Vincent Grard, Trade Republic, le responsable France, c'est ça ? Yes, bon déjà merci pour l'invitation Denis, je suis très Ouais. heureux de pouvoir venir parler avec toi ce soir. Donc oui, je m'appelle Vincent Grard, je suis le directeur pour la France chez Trade Republic. Je remplace depuis peu Mathias Battigno qui était à ce rôle-là depuis 2021, que tu as déjà reçu plusieurs fois il me semble dans Oui, ta oui, chaîne. oui, oui. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai 34 ans, j'ai un enfant qui Ah, habite dans le Pas-de-Calais. pas de chance. Ouais, Voilà, ça arrive. ouais, Mais comme tu peux le voir, il fait encore assez clair aujourd'hui. d'accord. Donc on commence comme d'habitude, ça fait longtemps qu'on n'avait pas reçu une nouvelle tête, donc je ne sais pas si les auditeurs se souviennent comment on faisait. Donc on commence comme d'habitude pour savoir un peu ton parcours universitaire, ton parcours scolaire, pour savoir en fait si tu as fait des études de boucherie ou si tu as fait des études de finance qui sont en relation avec ce que tu fais maintenant. Donc au niveau formation, tu as quoi comme formation ? C'est marrant ce que tu dis, j'ai fait un peu les deux. Ouais, Non, j'ai fait l'EDEC, l'école de commerce ouais. à Lille. Mais pendant toutes mes vacances scolaires, on va dire, depuis que j'ai 18 ans, j'ai bossé dans une grande surface au rayon boucherie pour arrondir toutes mes vacances, si Je tu te veux. promets que je ne le savais pas. Ouais, Eh ben, écoute, voilà, ouais, c'est ce qu'il faut quand tu veux partir en vacances avec tes potes. ouais. Faut bosser un mois et après, tu peux avoir un peu de vacances. Ouais. Ouais, moi, j'avais fait entreprise de nettoyage, c'était pas la même chose. Ça marche aussi. Donc, formation commerciale. Alors, euh, pas exactement. En fait, j'ai fait l'EDEC, le parcours EDEC complet, donc il y a une école commerce business, et mhm, j'ai fait une spé finance, finance de marché. d'accord. Donc voilà, même tous mes stages ont été en rapport. J'ai pas eu d'autres carrières pour l'instant, D'accord. hein. On ne sait pas, mais non, non, j'ai toujours travaillé dans l'industrie, soit de l'épargne, soit de la finance, Mhm. soit du broker. Après tes études, tu es rentré directement dans la banque, broker, finance ou comment ça s'est passé? Alors, en fait, pendant mes 2 dernières années d'études, j'ai fait mes stages chez Edmond Rothschild, Mhm, donc l'asset manager. Sur la partie distribution institutionnelle. Donc, en fait, j'avais pour clients les caisses de retraite, par exemple, mhm. qui venaient investir dans des fonds de gestion T'étais pour avec placer. Manu ou pas, non? Non, Ouais. non, non. Manu, c'était chez l'autre cousin, il me semble. Ah, ouais, d'accord. Euh, voilà. Donc, j'ai fait ça. C'était pas le. Je me suis pas senti une vocation pour l'asset management à ce moment-là, si tu Mhm, veux. Ça avançait pas assez vite. Il se passait pas grand-chose. Et puis, c'était un peu mhm, plan-plan, comme on dit. Et c'est en fait, il n'y a rien qui a changé si tu regardes maintenant, il n'y a rien qui a changé si tu veux. C'est toujours des gérants avec des comités d'analystes qui sont là à analyser si ils vont alléger ou augmenter une position mhm. pour essayer de battre l'indice de référence parce que ça fait déjà 4 ans d'affilée qu'ils n'arrivent pas à le battre. D'accord. Bah voilà, en fait, ça n'a pas changé. Mhm, Mais en attendant, ils ont toujours pris 2% de frais euh, sur les épargnants. Mais d'accord. au final, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc oui, ça m'a pas botté plus que ça. Et ensuite, je suis rentré directement chez Bing Bank. Mhm. Du coup, le côté brokerage bourse, ça m'a beaucoup plus attiré. Et Bon, en effet, là, j'ai Bing, c'était découvert déjà un monde. c'était une start-up déjà, je dis pas de bêtises, ou c'était... Parce que C'était nous, déjà on costaud connaît à l'époque, Bing hein. qui a explosé avec le Covid en 2020, on les voyait de partout en tant que broker, mais ils étaient là avant ou pas? Oui, oui, ils étaient là avant. Hmm, Et en fait, ouais, ça a explosé bien 5-6 ans avant déjà. d'accord. Pardon, en Hollande, c'était déjà un gros, gros phénomène, si tu veux.
parce que le marché là-bas est complètement différent, si tu veux. Les particuliers sont beaucoup plus éduqués dès le démarrage sur la finance. Leur système de retraite aussi fait qu'ils ont un intérêt à s'éduquer directement par eux-mêmes. Et en France, ça a super bien marché. Ouais. J'ai fait beaucoup de choses pour eux, notamment sur le volet PEA. J'ai monté aussi un contrat d'assurance vie pour eux, qui était d'ailleurs l'un des premiers contrats d'assurance vie en France où tu pouvais investir directement en actions. Tu n'étais pas obligé d'acheter des fonds, si tu veux. Tu pouvais dire, moi, dans mon assurance vie, je veux mettre du Total. Et ben, tu pouvais acheter du Total. Donc, c'était déjà une première innovation, j'ai envie de dire, à mon actif. Ouais. D'accord. Et après, tu es directement passé de Bing, Saxo, donc, et Saxo, Trade Republic, c'est ça? Alors, pour la petite histoire, j'étais encore là, en effet, quand Saxo Bank a racheté Trade Republic. Bink. Pardon. Je commence à prendre des habitudes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas si tu connais Saxo Bank, mais le business model était sensiblement différent de celui de Bink. Oui, on m'avait parlé que les commissions étaient très importantes, que c'était... Commission importante, une très grosse partie du business model qui est tourné sur les CFD. Quand chez BIC, on était beaucoup plus tourné sur l'actionnariat individuel ou les ETF. Donc voilà, il y a eu un petit conflit de vision, on va dire, entre ce qu'on me demandait de faire maintenant et la vision que j'avais de l'épargne et de l'investissement pour les Français. Donc je ne suis pas resté très très longtemps après le rachat. J'ai dû rester entre 6 mois et 1 an grand maximum. Ensuite, je suis parti et j'ai fait une petite pause pour faire du consulting. Ouais. J'ai conseillé un gros groupe assurantiel français, un du top 3, sur plein de projets de transformation digitale, notamment sur les volets d'épargne, si tu veux, sur les volets d'assurance vie, sur les volets de PER, de PEA et autres. Et tu as fait ça à ton compte ou pour une entreprise intéressante? Non, pour un cabinet. J'étais manager dans un cabinet. J'avais une petite armée de consultants avec moi et on faisait que les projets de ces gros assureurs qui sont au final des énormes bateaux très très compliqués à naviguer, au moins avancer dans le bon sens. D'accord. Pourquoi je dis avancer? Parce qu'au final, tu te rends compte de la différence culturelle que tu peux avoir entre un Trade Republic et un assureur sur la capacité à délivrer des innovations. C'est un transatlantique, hein. Ça se bouge pas comme un Zodiac, entre guillemets. Hein. Ah oui, c'est complètement incroyable. Puis c'est des entreprises aussi qui existent depuis 50, 70, 100 ans, 200 ans, si tu veux. Donc, t'as des, en anglais, on appelle ça des legacy, mais c'est des dépendances, si tu veux. Tout est interdépendant de tout. En fait, dès que tu veux bouger un tout petit truc, tu dois demander la validation de 50 000 personnes. Et il y a aussi 50 000 personnes qui doivent adapter leur sujet à eux pour que toi, tu puisses avancer sur le tien. C'est très, très lent. Je ne suis pas convaincu que ces boîtes-là aient encore un avenir à très, très long terme, si tu veux. Je ne parle pas dans les 5-10 ans, mais je pense qu'à 100 ans, le marché de l'assurance, il va aussi être disrupté, si tu veux. Comme le marché de l'épargne est en train d'être disrupté actuellement. Alors, c'est toujours pareil, toi qui es un peu là-dedans, c'est les assureurs qui sont propriétaires des banques ou c'est les banques qui sont propriétaires des assureurs? Bon, on m'a dit qu'en fait, c'est les assureurs qui tenaient les banques. Donc, Moi, ce que je peux te dire, c'est que déjà, par exemple, le lobby des assureurs en France est beaucoup plus fort que le lobby des banques. Ouais. En fait, l'argent, vraiment, réellement, elle est côté assurance, si tu veux. Il y a un stock d'argent dans ces boîtes-là qui est juste phénoménal. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas non plus la nécessité actuellement de devoir se innover, on va dire. Parce que tu as un stock énorme de cash ou de titres, peu importe, sur lequel tu prends des frais récurrents en pourcentage. Pourquoi? On va trouver une justification à ça. Tu sais pas, mais c'est le modèle qui est fait actuellement. Et donc, en fait, il n'y a pas d'érosion dans ce business-là. La seule érosion que tu vas avoir, c'est les assurés qui décèdent au final. Ouais. Mais globalement, l'argent, elle revient avec les nouveaux. Donc, il n'y a pas de volonté forte, je pense, de ces acteurs pour aller disrupter actuellement. Ok, très intéressant. Et après, donc, l'aventure Trade Republic avec Mathias, c'est ça? Yes, Mathias, que je connaissais déjà d'avant. Hein. Mathias était le directeur France pour Bing Bank quand j'y étais, si tu veux. J'y étais avant lui, mais il est resté après moi, encore un tout petit peu.
Et ensuite, ouais, Mathias a démarré Trade Republic, a commencé à monter une équipe, et je l'ai rejoint 4-6 mois après, ouais. D'accord, ok, bah intéressant, intéressant. On parlera de Trade Republic un peu à la fin, si tu veux. On va s'attacher à ton trading maintenant. Alors, tu t'es un broker, maintenant une banque, hein. Enfin, tu travailles pour un broker maintenant qui est devenu une banque. Tu trades ou tu trades pas ou tu tradais ou tu tradais pas? Je sais pas si maintenant tu as le droit ou je sais pas comment ça se passe. Ça dépend de ta définition de ce que c'est trader, si tu veux. Investir, oui, Investir, évidemment. oui. Ah bah oui, oui. Si tu veux, tu peux pas être dans le plus gros sponsor pour l'éducation financière d'Europe et ne pas investir toi-même. D'accord. Donc oui, évidemment, je suis un très très gros utilisateur de nos services. Après, si tu me demandes de comment je trade, tu vois, tu Non, mais m'aurais posé la question il y a. avant d'arriver à Trade Republic, où c'est plus investissement, DCA, etc., tu tradais ou tu investissais déjà avant et de quelle façon? Tu avais un PEA ou quelque chose comme ça? Ah bah moi, j'ai fait toutes les erreurs qu'il faut pas faire. Je les ai évidemment expérimentées, si tu veux. Mhm. Tous les conseils qu'on m'a pas donnés quand j'avais 18 ans, bah, du coup, on fait que toutes les boulettes possibles, Mhm. j'ai pu les faire. Rester collé sur une bibliothèque, je l'ai fait. Je suis d'ailleurs encore, hein. Ça fait 10 Ouais. ans que je la tiens. On en parlait la dernière fois sur le forum. Moi, j'étais Euh, bloqué sur Seabox de 2003 et j'ai tout récupéré, mais un coup de peau. Alors là, c'est pas un bon exemple parce que ça se passe jamais. J'ai tout récupéré en 2018. J'étais collé pendant 15-16 ans. Mais je récupère sur la moins-value. c'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel que tu récupères quelque chose parce que normalement, tu fermes, hein. Ouais, mais ça, tu vois pourquoi? Parce qu'on m'avait jamais dit à l'époque de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si tu veux. Et puis au Euh, début, tu commences à trader sur des actions qui sont très volatiles parce que tu dis, ouais, je peux faire plus 20%, donc je vais Exactement. devenir riche et vite. Mais tu deviens pauvre vite aussi parce que tu perds aussi vite que tu Exactement. Tu n'as gagnes, pas quoi. la vision long terme des choses, tu n'as t'as pas du tout la notion de risque, parce qu'en fait, une notion de risque, tu l'apprends généralement à tes dépens, si tu veux. Ouais, Tu peux pas vraiment sentir ce que c'est le risque sans au moins une fois t'être pris une petite pomme. ouais. Et Ça puis t'es marche pas. jeune, t'as du punch, t'as envie d'y aller, il faut faire quelque C'est chose ça ça. vite, et qu'après on devient, enfin pour moi, hein, on devient plus vieux, on devient plus investisseur, on cherche plus 10, 15, L'âge, 20% par an, alors qu'avant, quand on a 25 ans, on cherche 10% par jour, quoi. c'est ça. Mm. C'est exactement ça. Et on a encore pleine confiance en soi. On pense forcément qu'on est meilleur que tout le monde et que le marché. Sauf que le marché, il est un peu intraitable quant à ce positionnement-là. Donc oui, ça, j'ai fait. Me prendre des pommes sur des turbos, j'ai fait aussi. Ah, les turbos, ouais. Euh, Bah oui, les turbos, ça arrive, hein. De temps en temps, tu as une petite. Ouais. Après, celle-ci, elle est un tout petit peu moins formateur parce que je partais sur des notions où, tu sais, j'avais déjà un plan, si tu veux. Ouais. Le plan, il était là, le levier, il était maîtrisé. C'est le sens du marché qui n'était pas le bon. Ouais. J'ai aussi fait des beaux gains, si tu veux, sur les turbos. À l'annonce du premier confinement, j'étais full short avec des gros leviers, si tu Ouais. veux. Je m'étais fait l'équivalent d'une année en 3 jours, on va dire. Ouais. Mais c'est un seul trade, tu vois. C'est un peu le trade d'une vie. Ouais. C'est pas celui qui prépare ton avenir. Ça marche pas. Ouais. C'est clair. Donc oui, oui, ça j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les actions ou... Ouais. Les actions, oui, et je le fais et je le fais Le trading que toujours tu faisais, d'ailleurs. c'était plutôt trading court, trading moyen terme, trading long terme? C'était plutôt du moyen terme parce qu'en Hmm. fait, le court terme, étant donné qu'à l'époque, j'avais pas forcément suffisamment de moyens pour aller avoir un portefeuille qui devienne intéressant pour aller faire du Swift trading, je passais forcément par des turbos pour aller prendre Hmm. du levier sans engager beaucoup de capital, si tu veux. Hmm. Donc le volet action que j'avais à l'époque, lui, il était déjà dans une optique un petit peu plus moyen et long terme. Puis tu D'accord. sais, tu essaies les différentes stratégies. Tu essaies à un moment la rotation sectorielle. Donc tu penses que cette année, ça va être l'année, je sais pas, du secteur de l'énergie, bah, tu vas acheter des boîtes d'énergie. Tu penses que ça va être l'année des biotech, tu vas acheter des biotech. Donc voilà, j'ai testé plein de stratégies. J'ai testé la stratégie des dividendes. Et voilà, Ouais. plein de choses à tester si tu veux. Et c'est comme ça que tu apprends ce qui marche et ce qui marche pas. D'accord. Et maintenant, enfin, j'avais une question avant, je voulais relever, j'ai peut-être changé de sujet. Euh,
Enfin, quand on disait que quand on est jeune, on fait des bêtises d'investissement, tout ça. Et avant, j'avais relevé que tu disais en Hollande, ils ont un autre moyen de retraite et que l'éducation financière est plus présente. Tu crois que dans des pays comme la Hollande ou les États-Unis, tout ça, l'éducation financière est beaucoup plus présente et les jeunes, en fait, ils ont envie d'investir et ils savent comment le faire, ou alors que c'est comme ici, on fait n'importe quoi quand on commence. Le truc, c'est que c'est culturel, si tu Ouais, veux. C'est même pas forcé, tu vois. ouais. C'est clairement culturel, tu vois. Tu as des pays, il y a les pays de la pétanque, il y a le pays du Ricard, et ainsi de suite. Et ben là-bas, pour le coup, tout le monde investit. Moi, j'étais vraiment choqué des chiffres qu'il y avait de Big Bank en Hollande. Et, euh, et, et sur des produits aussi qui étaient, enfin, tu vois, options et futures quand même. Ça allait. Ouais. Après, Mais c'était c'est quoi, pas c'est à forcément. l'école? Est-ce que t'as gratté un peu? C'est à l'école où on leur apprend ça, ou c'est dans le giron familial, Je ou pense alors que, aux infos je pense qu'il y a un peu des deux. Mhm. Et tu vois, le volet culturel, au final, c'est les deux, si tu veux. Tu as, ce que tu apprends à l'école et il y a ce que tes parents aussi, tu les imites, en fait, en permanence. Ouais. Tu t'imites ceux qui font des choses, tu refais exactement la même chose. Donc, pour moi, c'est une part des deux. Ouais. Parce qu'en France, c'est plutôt le contraire. En France, tu dis j'ai investi en bourse, tu dis ouf, alors le capitalisme, il veut gagner de l'argent sans travailler. Enfin, c'est plus ça la mentalité française. C'est plus une mentalité envieuse, entre guillemets, plutôt qu'une mentalité où disant, bah, de toute façon, le seul moyen d'avoir des retraites, c'est de placer son argent, quoi. Oui, mais ça, c'est parce que en France, ça fait 70 ans qu'on me dit que ta retraite est garantie, si tu veux, Hmm. et que c'est toujours le cas, et ce qui est vrai. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que ton taux de retraite, donc le montant que tu vas recevoir à ta retraite comparé aux 5 derniers mois, je crois, pour le privé et 25 meilleures années pour le Hmm. public, en fait, ce taux-là, il est en train de baisser en permanence, si tu veux. Et donc là, maintenant, un Français qui a fait une carrière complète dans le privé, par exemple, sa retraite, ça va être 50% de ses 6 Ouais. derniers salaires. Et dans le Donc, public, ce sera 100% parce que les 5 derniers mois, normalement, non, dans le on public, t'augmente d'un le échelon et on calcul t'augmente. est, de mémoire, il est différent. Le public, le taux est un tout petit peu plus élevé parce que ça se base sur les 25 meilleures années. Je Il crois y a que c'était quelque chose. c'était sur le dernier trimestre avant, hein, dans le public. Bah là, apparemment, ça a changé. Ouais. Et après, encore une fois, c'est un taux variable, hein. Notamment dans le privé, si tu veux, le 50% que je te dis, ça peut être moins, ça peut être Oui, plus. Pas dans des grosses proportions, mais en fait, il y a des tranches de salaire aussi. oui. Voilà. Et évidemment, plus tu gagnes, moins le taux est élevé. Donc voilà, en fait, culturellement, on a toujours dit aux gens, n'investissez pas, allez dans le fonds en euros, c'est 100% sécurité, Ouais. et de toute manière, votre retraite, on s'en occupe. Hmm. Sauf qu'en fait, maintenant, on se rend compte des limites du truc, on se rend compte que la démographie, ça fonctionne plus pareil. On se rend compte que l'inflation, bah, il y a des années, tu peux être à 1,5 par an, il y a d'autres années, tu peux être à 7. Donc là, tu te rends compte que même durant ta vie, tu as des problématiques de pouvoir d'achat qui fluctuent. Tu te rends compte Et aussi donc, que l'État est super endetté, donc la politique de la dette, ça va marcher, mais en supposant qu'on ait une possible dédollarisation ou tout ça, la politique de la dette, c'est mort. ouais. Donc, en fait, il n'y a plus le choix, si tu veux. Hmm. Les gens n'ont plus le choix. Si tu ne veux pas t'appauvrir, il faut que tu te mettes à investir. D'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, Et investir sur des produits ou sur des actifs qui soient un tant soit peu intelligents. c'est là où Trade Republic, en fait, les fondateurs de Trade Republic ont monté la start-up il y a 4 5 ans, c'est ça, hein. C'était Ouais. vraiment... et c'est pas une bêtise, hein, quand on dit ça, c'est vraiment vrai, hein. C'est deux... Ah bah, là, c'est pas du tout une bêtise parce hmm. que quand tu vois que la boîte, ça fait depuis 2019 qu'elle offre ses services aux gens en Allemagne, ça fait depuis 2021 qu'elle l'offre en France. Donc, tu avais 3 jeunes qui ont monté une boîte. Rien ne laissait penser que ça allait marcher, sauf que maintenant, on a des millions de clients, si tu veux. Hmm. On a des millions de gens qui font du DCA en ETF en Europe. D'accord. On a des dizaines de milliards d'euros d'encours. Hmm. Donc, en fait,
les chiffres, moi, quand je les vois, les chiffres, je me dis qu'on n'est pas du tout en train de se tromper. Mhm. Tu peux pas. Mhm. Et le truc le plus beau pour moi, c'est que par exemple en France, on a plus de plans d'investissement programmés que de clients. D'accord. Pour moi, Vous... ça veut vraiment dire, ou en tout cas, ça illustre le fait que on est sur le bon chemin dans notre mission, si tu veux. Ouais. Combien il y a de clients en L'ancien- France, on peut savoir, ou c'est secret Non, on communique pas. On va le ou une faire en tout fourchette? début d'année prochaine. 10, 10 000, 100 000, 1 million? Il y a quoi? Il y Ah a non, 2, non, 4, 5, 6, 7 chiffres, 8 chiffres? on parle en centaines de milliers de clients. D'accord, on est à entre 8 et 9 chiffres alors. Dans 1, 2, 3, 4. Ouais, entre 100 000 et 1 million, quoi. Ouais, Entre 100 000 et 1 million, ouais, ouais, ça me va. d'accord. C'est bien, hein, bien en 2 ans. Ouais, ouais. Ben, Mais, en 2 ans, c'est mieux que ce que j'avais vu chez Bing Bank en 10 ans. mhm, d'accord. Tu vois un peu la force du mouvement? Et qu'est-ce qui a plu en fait? C'est le fait, enfin, c'est pas le fait d'avoir un nouveau broker low cost, entre guillemets, c'est plutôt le fait d'avoir un DCA, c'est ça? Les plus gros clients, Ouais. c'est du DCA ou... Ouais. Alors en fait, c'est exactement ça. On a fait une étude avec l'IFOP il y a plusieurs mois qu'on avait publié. Et en fait, dedans, il y avait une question. Et en fait, le résultat de cette question, c'était que un Français sur deux, si tu lui expliques ce que c'est le DCA en ETF, il va le faire. Mhm, Et en fait, c'est ce qui se passe. d'accord. Il n'y a pas de... En fait, il faut expliquer aux gens, si tu veux. Mhm, Faut pas, c'est pas une énième boîte qui fait du brokerage ou qui va te proposer du trading. Non, non. On est vraiment là pour expliquer aux gens pourquoi c'est important d'investir, ce qui va se passer s'ils le font pas. Parce que, ben voilà, l'inflation, hein, tu vois ce que c'est, cette érosion du capital. Qu'est-ce qui va se passer également s'ils investissent dans des produits qui sont chargés à mort en frais? Quel impact mhm, ça a sur le long terme? Et en fait, une fois que tu leur as expliqué ça, tu leur as expliqué qu'il y avait une solution qui était simple, facile, sécurisée, qui était d'investir en faisant du DCA sur des ETF pour ton long terme, ben, en mhm. fait, les gens le font si tu veux. Et ils ont raison. Et après, on est passé au stade encore plus sécurisé où on passe au rendement fixe et aux obligations. C'est les derniers... Alors, tu as deux sujets. Tu as le rendement fixe, et je ne sais pas si tu fais référence au fait qu'on rémunère les liquidités Exactement, à oui, 80% de nos c'est clients, oui, les comptes et les rémunérés, pardon. obligations. Alors, ça, c'est deux facteurs différents, si tu veux, mais qui sont liés à un même constat. Le constat, c'est Christine Lagarde, en septembre, elle rehausse une nouvelle fois les taux, ça monte à 4%. Mhm. Toi, tu es une institution financière, tu dis, bon, qu'est-ce qu'est-ce que ça a, quel est l'impact en fait pour les gens, cette remontée des taux? Premier impact, bah, les crédits IMO, ils coûtent plus cher. Je ne sais pas Mhm. si tu t'en parles Oui. autour de toi, mais moi, là, je suis en train d'acheter une maison, si tu veux, 5% quand même, hein, Nous, les c'est taux ça, ouais, d'intérêt. c'est Euribor plus 1, c'est 5, ouais. Là, nous, en France, c'est encore très du taux fixe, hein. Il y a très peu de taux variables. Ouais. Peut-être que ça va revenir là avec les taux élevés, mais sinon, 99% des crédits en France, c'est du taux fixe. Donc ça c'est l'impact qui est visible, quotidien pour tout le monde. L'accès à l'immobilier est beaucoup plus cher parce que l'accès à l'emprunt est beaucoup plus cher. Sauf qu'en fait, il y a un phénomène qui est que personne ne sait absolument, j'ai envie de dire, c'est que tout le monde est également prêteur, en fait, dans l'absolu. Tout le monde l'est. L'argent que tu as sur ton compte courant, ben en fait, tu prêtes à ta banque cet argent. Mhm. Pas tu leur donnes ou tu leur déposes. Non, non, tu leur prêtes. Ouais, tu leur Parce que, prêtes et eux, ils doivent se couvrir à 80% par rapport à la BCE, je crois, c'est ça ou... Ils doivent mettre ouais, 80% en dans fait, du dur à la BCE, je crois, un truc comme ça. Hein. non, c'est pas exactement ça parce que c'est après opération bancaire, si tu veux. Donc, Mhm. tu peux prendre les crédits, les dépôts de tes clients et les prêter à ceux qui te demandent des crédits IMO, par exemple. D'accord, ouais. Toi, tu prends le delta sur les taux. Par D'accord. contre, en effet, de ce qui reste, qui n'est pas investi, dans ce cas-là, tu dois en mettre une très grosse partie à la Banque Centrale Européenne qui actuellement te rémunère 4%. Ouais. Nous, on ne fait pas de crédit immobilier. Donc nous, voilà, ça part à la BCE. La BCE nous donne 4%. On s'est dit comment on peut aider nos clients. Ben, en fait, on retransfère l'intégralité de ces 4% à nos clients. D'accord. C'est aussi simple que ça. Mhm. L'inflation actuellement en France, elle est à 3,4%.
On rémunère les liquidités de nos clients à 4%. Voilà, ça leur fait un petit delta. Au moins, ils ne perdent pas de pouvoir d'achat, ils en gagnent. C'est énorme, Et c'est hein. sans risque parce que c'est la BCE en face. Oui, justement, je parlais avec ma banque aujourd'hui en Espagne. Et en France, je ne sais pas comment c'est. En Espagne, on commence à avoir des comptes à terme à 3%. C'est-à-dire qu'en fait, tu On va as avoir ton du argent 4 bloqué demi, X en France. mois. À la fin, on te donne 3%. Si tu débloques avant, tu perds tous les intérêts. Tandis que sur Trade Ouais. Republic, c'est calculé tous les soirs, hein, c'est ça, hein. En fait, tu vois, c'est pas un produit en tant que tel. On applique juste ce qui devrait être appliqué à toutes les banques, si tu veux. C'est pas un produit, c'est pas un livret, c'est pas un compte à terme. Non, juste, c'est ton compte, comme ton compte courant. Tu déposes dessus, nous, on touche de l'argent dessus, et ben on t'en redonne. Mhm. C'est aussi simple que ça. Et donc, oui, les conditions, en fait, il n'y en a pas. C'est calculé toutes les nuits sur Ouais, ton solde en fin de journée. C'est payé tous les mois. Donc, en réalité, c'est un peu plus que 4% si tu veux. ouais. Si tu laisses ton cash sans y toucher, les intérêts que tu vas percevoir début janvier, donc les intérêts de janvier que tu vas percevoir début février, pardon, bah, ceux-là, ils vont retravailler toute l'année, si tu veux, à 4% également. Donc, c'est un peu plus au Ok. final que 4% le taux annuel si tu ne fais pas de mouvement. Mais il n'y a pas de condition. On limite juste ça à 50 000 euros par client. Mais il n'y a pas de condition d'accès. Si tu veux. Nos clients qui ont ouvert un compte en 2021, les early adopters, comme on les appelle, ils en bénéficient aussi bien que ceux qui vont ouvrir un compte demain. Ok, ok. Donc ça, c'est le premier volet. L'autre volet, c'est les obligations, hein. Ben oui, parce Les qu'en fait, obligations fractionnées, parce qu'avant, pour rentrer dans les obligations, il fallait acheter des obligations entières qui étaient relativement chères, c'est ça, hein. bah, déjà, depuis, je sais pas, 10-15 ans, les obligations, il n'y a personne qui en parle, en fait. Hmm. Et à juste titre, parce que c'était pas intéressant. Depuis 2008, où les taux sont redescendus à 1%, voire 0, voire un peu en territoire négatif, aucun intérêt pour quelqu'un d'aller sur des obligations, si tu veux. Prendre du risque pour avoir 1%, Mhm. aucun intérêt. Par Ouais. contre, maintenant, avec des taux d'intérêt directeurs à 4%, tu te retrouves avec des obligations d'État et d'obligations d'entreprise qui vont commencer à aller taper du 4,5, 5, 6, suivant le niveau de risque que tu prends. Mhm. Et là, c'est un produit qui refait surface de par sa pertinence et par sa construction. Tu sais, c'est très simple, une obligation. Tu l'achètes, tu connais le taux d'intérêt qui va t'être versé tous les ans, et tu connais combien ce sera remboursé et quand, à Mhm. l'échéance. En fait, il n'y a rien de plus simple que ça. Et Mhm. c'est 100 fois plus facile à comprendre, limite même qu'une action, si tu veux. Mhm. Une action, tu ne peux pas savoir si l'année prochaine tu toucheras un dividende parce que ça dépend des revenus de la boîte de cette année. Tu ne peux pas savoir dans quel sens le cours il va aller. Et puis sur une action, le dividende est le jour, on va redire encore une dernière fois, le jour où le coupon est détaché, le soir, le coupon est détaché à 18h, 17, 18h, le lendemain matin, l'action cote le prix de la veille moins le coupon. Tandis que Ouais, l'obligation, non. exactement. Les obligations, en fait, il faut le voir comme un. Bah, tu sais, c'est pour ça qu'on appelle ça un coupon, en fait. À l'époque, les obligations, quand c'était encore sous format papier, c'était un encart avec différents petits tickets. Tu sais, souvent Mhm. sur les poteaux, il y a des tickets avec les numéros de Ouais. téléphone pour les babysitters. Bah, c'est exactement ça. Tu avais le coupon original de, par exemple, 100 euros, et après, tu avais des petits tickets de 5 euros qui correspondent aux intérêts que tu verses avec des dates. Et ben, en fait, à l'époque, tu devais détacher le petit carré du coupon, Mhm. tu allais à ta banque et ils te donnaient les 5. D'accord. Et une fois que tu arrivais à la fin, donc déjà, il n'y avait plus tous ces petits coupons d'attachés, tu reprenais le grand papier, tu allais le redonner à la banque et ils te redonnaient le capital de départ. Oh, c'est C'est très comme bien ça que ça imagé fonctionne. ça, Vincent, bravo, très très bien, belle image, hein, En fait, ouais. c'est pas une illustration inventée, c'est comment ça se passait à l'époque, si tu Mhm. veux. Et ça n'a pas changé, ça a juste été digitalisé, numérisé. Mhm. Mais c'est vraiment ça le concept de l'obligation. Tu prêtes de l'argent, tu as des intérêts en attendant et à la fin, on te la rend. Et tout en sachant que si les taux d'intérêt baissent, les gens seront plus intéressés d'avoir une obligation à 4% qu'une obligation à 3%, et c'est pour ça que l'obligation à 4% peut augmenter. Moi, Tu j'avais fais pris bien. des emprunts catalans à l'époque, en Ouais. 2008. Oh, j'ai fait un truc de fou. C'était en pleine crise des subprimes en plus, où c'était la fin du monde. Alors là, c'était. Tu fais bien d'en parler parce qu'il y a déjà toujours, il y a deux choses. Il y a une notion de risque, parce que quand je te dis tu récupères ton argent à la fin, ça part du principe que l'entreprise va rembourser. Si tu avais des actions, des obligations de l'État grec en 2014,
Bon, tu n'as pas revu ton argent, par exemple. Si tu en avais de l'Argentine assez régulièrement, tu ne l'as pas revu non plus, si tu veux. C'est là aussi où c'est important de bien sélectionner la qualité des émetteurs, si tu veux. Tu as l'État français qui est très bien noté. Dans les entreprises, si tu veux, chez nous, tu vas trouver des obligations LVMH, de ces boîtes-là, si tu veux. On met que des obligations avec une note supérieure ou égale à B. Donc, on ne tombe pas dans les junk bonds. Je ne connais pas trop le terme en français, mais des trucs un peu pourris, si tu veux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en effet, le prix d'une obligation, il va varier dans le temps, parce que ça s'échange et ça s'achète sur le marché secondaire. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit déjà que même si tu achètes une obligation, tu n'es pas bloqué jusqu'à la date de fin. Tu peux la revendre sur le marché quand tu veux, si jamais, par exemple, tu as besoin d'argent ou tu changes ta stratégie. Que le prix, il est dépendant des taux d'intérêt. Donc, comme toi, par exemple, imaginons maintenant, tu achètes une obligation, je sais pas, de l'État français qui est à 4%. Les taux d'intérêt directeurs sont à 4%. Si les taux redescendent à 2, ton obligation, elle va valoir plus cher. Parce que toi, tu en as une qui donne 4% par an, alors que les nouvelles qui vont sortir, elles vont en donner peut-être que 2,5. Donc, la tienne vaut plus cher. Par contre, ça marche aussi dans l'autre sens, et ça, il ne faut pas l'oublier. Si les taux d'intérêt continuent de monter, la tienne vaut moins cher. Nous, on part un petit peu du principe, et comme tout produit, en fait, on est très dans le long terme, si tu veux. Donc, on est très sur le va à l'échéance, reste au plus simple. Tu le prends, l'échéance, c'est 2027, tu vas toucher 4% par an jusqu'en 2027, et ainsi de suite. Tu vois. On n'est pas trop sur le... On ne veut pas basculer dans le trading d'obligations. Et en effet, le point que tu mentionnes qui est ultra important, et c'est l'innovation majeure qu'on a pu apporter sur le marché, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'une obligation corporate, donc d'entreprise, généralement, c'est des tickets de 50 000 ou de 100 000 euros à chaque fois, minimum. Nous, on a réutilisé la technologie du fractionnement qu'on applique déjà depuis 2019 sur les actions et les ETF, et en fait, on l'a appliqué aux obligations. Simplement, sauf qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui a réussi à le faire pour l'instant. Donc, chez nous, tu peux acheter des obligations à 10 balles. Sans problème. Bien. Et tu reçois le prorata du coupon, si tu veux. Les cryptos, vous faites ou vous ne faites pas? Les cryptos, on fait. Les cryptos, on fait. On en a une 54, je crois, actuellement. Bon, quand je regarde un petit peu les chiffres d'activité sur les cryptos, bien sûr, ça reste assez marginal. Et c'est très, très concentré sur Bitcoin et Ethereum. Et en fait, le comportement chez nous des investisseurs, c'est les crypto-monnaies comme actif de diversification dans ma stratégie long terme, si tu veux. Et même moi, je le fais pour le coup. J'ai mon petit DCA en Bitcoin tous les mois qui tourne parce que j'ai une petite conviction sur le Bitcoin sur moyen long terme. Puis même si tu n'as pas de conviction, c'est diviser le risque et puis de toute façon, il faut y être. Après, si tu as une conviction ou pas, c'est avoir une plus grande, une plus petite poche. Mais maintenant, la crypto, on le voit bien avec BlackRock et tout ça, c'est vraiment une réalité maintenant. Dans un investissement, dans un portefeuille diversifié, il faut en avoir, quoi. À mon avis. Oui, ça commence à s'intégrer dans les allocations d'actifs, on va dire un peu plus traditionnelles complètement. Pour moi, le point le plus important sur la crypto, c'est le volet sécurité. Si tu veux, l'année 2023, elle a quand même été marquée par des gros événements côté acteur de la crypto-monnaie ou FTX, par exemple, pour pas le citer. Donc, si tu veux démocratiser cette classe d'actifs-là, il faut pouvoir proposer quelque chose de très sécurisé et de très simple d'accès. Donc, c'est comme ça qu'on l'a imaginé, notre produit des cryptos, qui est au final très, très simple. Tu peux l'acheter comme si tu t'achetais une action. Évidemment, tu ne peux pas acheter des produits dérivés sur les cryptos, tu ne peux pas prendre des leviers sur les cryptos. Chez nous, on te propose juste d'acheter la crypto-monnaie, la vraie, sur la blockchain, et on la stocke dans un ledger bien sécurisé, à part, qui est détenu à ton nom, et qui n'est pas mélangé, bien sûr, avec les comptes de la banque. Voilà, pour moi, c'est ça le sujet de la crypto, c'est simplicité et sécurité. Ouais. C'est ce que les gens, en fait, qui ont envie d'essayer la crypto, parce que, si tu veux, quand tu
commence à avoir des articles qui parlent de la crypto dans des journaux très mass market, quand tu commences à parler de crypto sur M6, sur France 5, c'est bien qu'il y a un phénomène aussi qui est en train de se passer, si tu veux. Oui. Et Attention, hein, il y a aussi un autre truc, hein, c'est que quand on commence à en parler à la télé, c'est que c'est trop tard. Hein. Faut pas oublier. Hein. C'est que Oui. C'est le. Après, ça crée souvent des FOMO. Il faut se méfier aussi des FOMO. Ouais. Mais de toute façon, bon, les cryptos, on va rappeler, etc. Il y a la SEC, il y a le halving qui arrive. Donc, normalement, il y a un news flow intéressant sur le premier trimestre 2024. Ok, on a fait le tour un peu de tout, de toi, de Trade Republic. Et puis, le fait aussi que Trade Republic est une banque depuis 2 semaines, c'est ça? Yes, énorme reconnaissance. Donc, la BCE a validé la licence bancaire de plein exercice, donc complète en fait, qui inclut tout type d'activité de la banque. Hein. Ça peut être le crédit, ça peut être la réception des dépôts, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre un crédit pour ta maison à Trade Republic, c'est ça? Non. C'est pas parce qu'on a la licence pour pouvoir tout faire qu'on va tout faire, si tu veux. C'est pas ça l'idée. Là, déjà, de une, c'est vraiment la reconnaissance du sérieux de ce qu'on est en train de faire et de la boîte qu'on a montée et comment on la manage, si tu veux. Parce que obtenir une licence complète de la part de la BCE, c'est des dizaines et des dizaines d'audits physiques dans tes bureaux. Les mecs, ils viennent, ils épluchent tout. Ça va de la sécurité informatique à tous tes processus, à toute ta comptabilité bancaire, pour voir si tu es suffisamment costaud et sérieux dans la gestion de ta banque. Et après, ils testent aussi également sur tes prochaines activités, si tu es en mesure de les supporter, si tu veux. Donc, c'est un truc qui est vraiment très, très solide. Généralement, tu vois plutôt des banques perdre leur licence bancaire que des nouvelles en gagner, si tu veux. Donc, et puis, c'est assez exceptionnel pour une boîte qui a 5 ans d'activité. Donc, ça, c'est un gros point. Ça nous ouvre toutes les opportunités maintenant pour aller pousser encore plus sur notre mission qui est d'accompagner les gens dans l'épargne. Okay. On peut citer, je sais que tu as le mot sur le bord des lèvres, mais on peut citer le PEA si tu veux. La licence bancaire, elle va nous permettre de gagner un temps précieux dans la mise en place du PEA. Ah, mais le PEA, enfin, vous avez expliqué que le problème, c'était surtout un problème technique plutôt qu'un problème législatif, en fait, législatif. Tout est un peu lié, et moi je l'appellerais plutôt problème opérationnel. Opérationnel, voilà, oui. C'est des opérations en fonction du contexte légal. Mais la licence bancaire va accélérer le sujet très très fortement. On va ouvrir une filiale en France du coup pour pouvoir s'établir physiquement en plus. Donc, on va faire. Ok. Et ça arrive. Super Vincent, ça fait plaisir de te connaître. Hein. Je vois que tu es très à l'aise. Hein. C'est le fait d'être passé sur BFM l'autre jour qui te met en l'aise que ça ou... BFM, c'était à 7h du mat. C'était pas la même chose. Okay. J'étais un tout petit peu moins frais, mais oui, c'était mon premier direct. Ah bien. Super, merci Vincent. Et puis, allez Lens. Hein. Allez Lens, c'est pour bientôt le match. Voilà. Bon, merci à tous. Merci Vincent. Donc, voilà, aujourd'hui, on vous a présenté Vincent. On a parlé un peu de Trade Republic. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Puis un peu des nouveautés de Trade Republic. C'est une banque, le DCA. Les comptes rémunérés et les rendements, les obligations fractionnées. Voilà. Merci pour tout. J'espère que vous avez aimé. Vincent, tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. On se retrouve tous les jeudis sur le space de Twitter entre 18h et 20h. Hein, des fois, c'est 18h30. Des fois... Donc, dans ces eaux-là, pour un peu débriefer le marché de la journée, puis un peu parler le marché de la journée, le marché de la semaine, et puis un peu toucher quelques petits points éducatifs pour justement parler de cette éducation financière. Voilà. Merci Vincent. On se voit rapidement alors. Merci Denis, à bientôt. Merci, ciao. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et faites sonner la cloche. Merci, ciao à tous.